Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième colloque sur les jeunes aidants. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Alors ce deuxième colloque, il s'est fait un petit peu attendre parce que le premier, il avait eu lieu en juin 2019. On avait prévu de l'organiser plus tôt et puis voilà, comme pour d'autres, la crise sanitaire nous a un petit peu perturbés. Mais finalement, ça va nous permettre d'avoir une journée, je pense, d'autant plus riche parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses pour les jeunes aidants depuis notre premier colloque. Et pour ceux qui avaient été, peut-être vous vous rappelez qu'on avait eu l'honneur d'accueillir le professeur Saul Baker, qui est le grand spécialiste des jeunes aidants au Royaume-Uni. Et puis, on avait aussi accueilli le professeur Agnès Le, qui est professeur en Suisse. Et tous les deux avaient pu nous donner un certain nombre de conseils pour faire avancer les choses en France. Et sur la base de leurs travaux, ils ont proposé un classement des pays sur l'état d'avancement des jeunes aidants. Donc ce classement, il se base sur les politiques publiques qui sont en faveur des jeunes aidants dans les pays, sur l'avancement de la recherche scientifique, donc qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait des jeunes aidants, et aussi sur les services qui sont à leur destination. Et en fait, donc comme vous voyez, cette échelle, elle va de 1 à 7. Donc 1, ça serait le niveau idéal, où les jeunes aidants seraient vraiment complètement intégrés, bien identifiés et accompagnés. Donc là, il n'y a personne à ce niveau-là. Mais au deuxième niveau, le plus avancé, il y a le Royaume-Uni, parce que ça fait depuis plus de 30 ans qu'ils travaillent sur cette question. Et puis cette échelle, elle va donc jusqu'au niveau 7, où là, il n'y a rien qui est fait pour les jeunes. Alors, jusqu'en 2019, la France était au niveau 6, donc en éveil. Et puis, suite au colloque et à tout ce qui avait été fait jusque-là, et puis ensuite, en fin d'année, avec la stratégie nationale Agir pour les aidants, qui permettait aussi de faire avancer les choses au niveau des politiques publiques, les collègues internationaux ont finalement reconnu, admis que nous étions passés au niveau émergent. Et puis, alors on n'est pas encore au niveau préliminaire parce que il nous faut faire plus encore, mais je pense qu'avec tout ce qui s'est fait et tout ce qui est à venir, on s'approche de ce niveau-là. Pour vous donner un petit exemple, par exemple aux Pays-Bas, ils ont la semaine nationale des jeunes aidants. Voilà, nous on a la journée nationale des aidants, on n'est pas encore à la semaine des jeunes aidants, mais voilà, pour vous dire que il y a des choses qui peuvent encore nous servir de référence, on va dire, pour faire avancer la situation en France. Dans tous les cas, je vais pas m'étaler là-dessus. Je voudrais dire que, en tout cas, je suis très contente de tous vous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse aussi de voir qu'il y a autant de monde qui s'est mobilisé pour cette journée. Je remercie particulièrement toutes les personnes qui se sont très activement investies dans l'organisation de cette journée. Nos financeurs aussi, la région Île-de-France, Malakoff Humanis et le Crédit Agricole Assurance. Et puis, tous nos intervenants qui se sont déplacés de toute la France, de plein de régions différentes et qu'on aura le plaisir d'écouter aujourd'hui. Et avant de passer la parole à Madame Élien, je voudrais juste vous donner quelques informations techniques. Dans votre badge, il y a un petit ticket violet. Et ce ticket violet va vous donner accès au déjeuner. Donc au self, je ne sais pas encore où c'est, mais on va vous guider. Et voilà, il me semble que pour les informations techniques, c'était tout. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je passe la parole à Madame Élien, la présidente de l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très rapide puisque Aurélie vous a délivré tous les messages les plus importants. Ce qui me semble quand même essentiel de vous dire, c'est que nous sommes aujourd'hui réunis
sur une thématique, un focus particulier en ce qui concerne la problématique des jeunes aidants, c'est l'école. Et que vous verrez juste après moi, nous avons une intervention filmée de Madame la ministre Geneviève Darrieussecq, secrétaire, non, ministre, ils sont tous ministres. Ministre auprès des personnes handicapées, mais rattachée au ministère de Jean-Christophe Combes. Alors, c'est le ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Voilà. Mais nous déplorons l'absence totale de représentants du ministère de l'Éducation nationale, ce qui laisse à penser, plein de petits points de suspension, la difficulté que nous aurons à faire progresser le changement, en tout cas le paradigme culturel de la place que nous devons accorder aux jeunes aidants. Dire que je suis évidemment très satisfaite de vous voir aussi nombreux à ce deuxième colloque qu'au premier, voir aussi que cette question qui était en toute invisibilité en 2013, quand je me suis retrouvée confrontée à cette question de jeunes en situation d'aidance, j'aimerais saluer le travail exceptionnel réalisé par le laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris-Cité maintenant, et tous ces travaux de recherche qui sont aujourd'hui portés, poussés, en cours, et qui vont nous permettre aussi de consolider le discours politique de notre association nationale. Vous savez qu'en France, quand on découvre un sujet et quand on veut que sa voix soit légitimée, même si nos hommes et femmes politiques ont parfois une lecture très rapide des données scientifiques, en tout cas, pour être entendus, il nous faut des données de la science consolidées. Et c'est tout ce travail qui est mené par le laboratoire LPPS de l'Université Paris-Cité. Vous dire aussi que ces rencontres devront être aujourd'hui plus régulières. Effectivement, nous avons, comme tout le monde, été assez freinés par la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, nous allons faire ce focus surtout dans la matinée sur l'aidance chez les jeunes, l'âge de jeunes et quelle incidence sur la scolarité. La scolarité au sens d'un écosystème autour du jeune et pas simplement de la performance scolaire. Voilà. J'aimerais saluer la présence de M. Denisio du Conseil régional d'Île-de-France, de Mme Muriel Perretou-Flétou de Malakoff Humanis. Je ne me suis pas trompée. Parfait. Voilà. Donc je vais demander à ce qu'on lance la vidéo de Madame Geneviève Darrieussecq qui regrette de pouvoir être avec nous. Mais vous savez qu'hier c'était la Journée nationale des aidants, mais c'était aussi la Journée mondiale des soins palliatifs. Et nous sommes en pleine semaine bleue, donc nos ministres sont fort occupés et ils ne peuvent pas se dédoubler. Très bien. La parole à Madame Geneviève Darrieussecq. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à féliciter l'association Jade pour son travail. Le colloque de ce jour est un bel exemple de son investissement pour les jeunes aidants, ceux qui prennent soin de leurs proches en situation de handicap ou malades à un âge précoce. L'association Jade a été pionnière en France sur la prise en compte des besoins et la proposition de solutions pour ces jeunes aidants. Les ateliers ciné-répit sont précieux pour les enfants et adolescents qui y ont participé. Précieux par le temps passé entre pairs, par la participation à une activité à la fois créative et ludique, et en même temps pleine de sens. Ils permettent aussi de mettre des mots sur ce qu'est l'aidance, de donner un visage aux jeunes aidants, de dire leur quotidien et de donner à entendre leurs paroles. Alors que ces ateliers ciné-répit vont fêter leur 10e anniversaire l'année prochaine, vous proposez plusieurs résultats de recherche dans ce colloque. Vous discutez aussi de la manière de s'approprier ces résultats pour aboutir à des actions concrètes. Accompagner les aidants, montrer le quotidien à hauteur d'enfant et développer votre savoir sur ce sujet. Voilà donc autant de briques complémentaires et indispensables pour poursuivre notre politique publique de l'aide aux aidants, en prenant en compte les plus jeunes d'entre eux. Une nouvelle stratégie sera proposée à la suite de la stratégie Agir pour les aidants 2020-2022,
bien des choses restent à construire pour tous les aidants. Le gouvernement entend bien être au rendez-vous de cette nouvelle étape avec une attention toute particulière portée aux jeunes aidants. Vous pouvez compter sur moi pour m'atteler à cette tâche qui est essentielle pour notre solidarité nationale. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon colloque. Vous noterez, mais vous ne l'avez pas entendu, que nous allons passer d'un plan agir pour les aidants, attention, à une stratégie avec les aidants. Voilà, c'est fini. Très bien. Je prends la parole, donc. Non, c'est après Madame Peretoufletou. Désolée. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Déjà, je tenais à remercier les organisateurs de ce colloque et notamment pour leur invitation. Parce que le sujet des jeunes aidants est un sujet qui pour nous est important. Qui sommes-nous? Donc Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale complémentaire qui est paritaire et qui est mutualiste. Nous avons deux activités, c'est celle de, je dirais, d'accompagner en retraite complémentaire les entreprises, les cotisants et les retraités. C'est à peu près un Français sur 4. Et puis, nous avons aussi une autre activité en santé et en prévoyance qui est de protéger et d'assurer en fait les entreprises et leurs salariés. Donc, nous représentons environ un Français sur 6. Alors, une fois que j'ai dit ça, pourquoi nous sommes là? Parce que, en fait, grâce à notre, je dirais, on a un modèle redistributif au sein de Malakoff Humanis qui fait que nous n'avons pas d'actionnaires et donc nous pouvons développer des actions pour accompagner les personnes qui sont en situation particulièrement difficile, soit liées à une maladie, un handicap, voire un décès, ou des situations de moments de vie particulières. Et également, donc, nous pouvons également accompagner les aidants. Donc, l'axe aider les aidants, c'est un axe important, à la fois et ancien, à la fois de nos caisses de retraite complémentaires, de nos institutions nos institutions de prévoyance et de nos mutuelles. Et puis, au sein de cet axe aidant, la cible des jeunes aidants est une cible importante, puisque je crois pouvoir dire que nous avons été précurseurs dans la mesure où nous avons soutenu les premiers ateliers cinéma répit qui remontent à 2013 ou 2014. Et je pense que notre engagement n'a pas failli depuis. Nous sommes depuis 2014, nous avons donc poursuivi nos actions et nous les avons également élargies dans 3 domaines, la recherche-action, la sensibilisation et l'accompagnement des solutions. En matière de recherche-action, je pense qu'avec le projet Adocare, c'est pareil, nous avons soutenu ce projet, le premier programme de recherche universitaire en France, qui montre que 14,3% des lycéens sont en situation d'aidant. C'est un chiffre, je dirais, qui interroge. 4 lycéens dans une classe qui sont en situation d'aidant. C'est suffisamment important pour s'y intéresser fortement. Nous allons également soutenir un autre projet qui est sur une autre cible, qui est celle des parents hospitalisés, des parents malades qui ont des enfants, de manière à pouvoir explorer à la fois le vécu des parents malades, mais aussi la manière en fait dont ils perçoivent le rôle de leur enfant par rapport à cette maladie et la qualité de vie que cela a comme impact sur leur vie au quotidien. Donc en matière de recherche-action, en matière de sensibilisation, nous avons soutenu un certain nombre de films. Le premier film documentaire qui a été organisé maintenant en 2016, et puis les films qui ont été aussi conçus pour l'éducation nationale. Et puis sur le volet accompagnement, je crois que je dirais que JAD au départ n'existait pas. C'était un projet, c'est devenu une vraie association avec un vrai projet. Je dirais une structuration en fait des actions avec des labellisations de porteurs de projets. Donc je tiens à vous remercier pour tout le travail accompli parce que c'était un vrai challenge il y a encore quelques années. Pour notre part, nous nous sommes engagés, nous allons continuer à poursuivre nos actions. Je dirais qu'il y a juste peut-être un point sur lequel c'est dommage que Madame la ministre ne soit pas présente parce que
Aujourd'hui, ce qui nous manque, je pense, c'est une estimation du nombre de jeunes aidants en France. On parle de 500 000, on parle de 700 000, on parle de plus de 1 million, selon les sources, selon, les références que l'on prend, si l'on prend les moins de 18 ans, les moins de 25 ans, voilà, et j'en passe. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une étude robuste, scientifique, et à mon avis, ça rentre vraiment dans les missions de l'adresse. Donc, voilà, je fais juste un appel à un souhait, en fait, qu'on puisse avoir des données véritablement solides scientifiquement sur lesquelles on puisse s'appuyer. Alors, pour ce qui est de notre groupe, nous allons continuer donc à nous investir, puisqu'en fait, l'axe aider les aidants a été reconfirmé par nos instances politiques. Et sur cet axe aider les aidants, nous avons 3 thématiques principales. La question de la santé des aidants, dans lesquelles on pourrait mettre d'ailleurs la santé des jeunes aidants, les femmes aidantes, et puis également les jeunes aidants. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur ces sujets. En tous les cas, encore merci pour votre invitation. Et puis je vous souhaite une bonne journée qui sera, je suis sûre, riche d'enseignements. Merci à vous. Ah, cette fois-ci, c'est à moi. Désolée. Très bien. Merci, bonjour à tous. Bonjour mesdames. Je dis mesdames, mais il y a aussi quelques messieurs. J'ai l'impression d'être dans une réunion en non-mixité. Je crois que le premier message à faire passer, notamment auprès de mes congénères, c'est que la problématique des aidants et des jeunes aidants, c'est l'affaire de tous, des aidants, des adultes, des femmes, mais aussi des hommes. Donc voilà, comptez sur moi pour faire passer le message. En tout cas, je suis très heureux de représenter ce matin la présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse. Heureux aussi de l'ouverture de ce 2e colloque français sur les jeunes aidants. Des jeunes aidants qui sortent petit à petit de l'anonymat, et ça devient un vrai sujet, une vraie question sociétale. Et ça, on le doit non pas à l'action publique, non pas à l'action politique, mais à l'action des associations, notamment de Jade, que je salue, et je salue sa présidente, et puis bien sûr les universitaires qui travaillent sur ce sujet, qui s'en sont emparés. Alors la région Île-de-France, elle tient à s'engager dans cette cause, et elle s'appuie pour cela justement sur les associations et sur les chercheurs, et ce depuis 2016. C'est le travail réalisé main dans la main depuis le dernier colloque qui permet une meilleure reconnaissance des jeunes aidants en France et qui tend à leur donner toujours plus de visibilité en identifiant des priorités pour l'avenir. C'est aujourd'hui vers la place de l'école, dans la situation des jeunes aidants, que vous allez vous tourner. École, scola, comme lieu d'études, de loisirs, mais surtout école comme lieu de formation, d'apprentissage et de scolarisation. Alors qu'en 2019, nous nous concentrions sur les différents dispositifs d'accompagnement et sur les initiatives qui pouvaient se mettre au service des jeunes aidants, il est désormais nécessaire de se tourner vers ce milieu scolaire qui colorie, qui façonne notre jeunesse, qui l'accapare aussi, mais pour son bien et pour son devenir. Au départ, écoliers comme les autres, les jeunes aidants se trouvent vite confrontés à une réalité qui n'est pas celle que vivent leurs amis. Fiers de leur utilité, presque adultes, par les tâches qui leur sont confiées, leur vie est consacrée bien souvent aux proches qu'ils soutiennent, et ils s'aperçoivent encore jeunes de la différence de vécu par rapport aux autres, à un âge où on se compare beaucoup. Justement, à cet âge où il est rassurant d'être comme les autres, ils sont fortement interrogés par la singularité de leur quotidien. Alors que tout enfant de 13 à 14 ans narra dans quel ordre les 10 personnages d'Agatha Christie disparaissent mystérieusement de son célèbre roman policier, le jeune aidant énumérera, lui, plus facilement l'ordre des 10 médicaments donnés à son papa depuis son accident. Un collégien ou un lycéen qui jouit de la quiétude de son domicile pourra laisser libre cours à ses ambitions scolaires, à bâtir en rêve son futur, alors qu'un jeune aidant ou co-aidant d'une maman seule élevant son petit frère handicapé sera plus accaparé par l'ici, le maintenant, plutôt que par son parcours universitaire à venir et par se bâtir en rêve sa carrière professionnelle. L'école ne peut donc pas invisibiliser les jeunes aidants en ne se penchant que sur le potentiel académique de ses élèves. Je crois que vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'école, c'est un peu plus que des notes, c'est aussi un vécu dans l'école et autour de l'école. Plus mature, plus responsable, mais aussi plus fatigué, plus anxieux,
leur scolarité n'est pas identique à celle d'un écolier normal. L'approche de leur orientation ne peut non plus être la même. La bienveillance qui sied à toutes les équipes éducatives envers tous les jeunes ne peut pas non plus être la même envers les jeunes aidants. Il est donc de notre devoir de faire sortir les jeunes aidants de ce quotidien difficile qui les extrait d'une vie dite ordinaire pour des personnes de leur âge. Alors, les ateliers cinéma ou les séjours de répit auxquels la région a participé et continuera de participer sont pour eux des moyens de sortir justement de cet ordinaire extraordinaire. Mais ces événements sont ponctuels et nous avons besoin de renforcer ces dispositifs autour d'eux. C'est ici que l'école joue un rôle primordial. L'école est cet endroit privilégié où tout enfant se développe, apprend à devenir le citoyen qu'il sera et découvre la vie en société. C'est à l'école que le jeune aidant redevient élève comme les autres, mettant de côté sa situation exceptionnelle. Alors, s'informer, c'est ce que nous demandons aux professeurs lorsqu'ils rencontrent un profil aidant. L'accompagner, le suivre, identifier et reconnaître ce qu'il vit. Il faut prévenir le décrochage scolaire, un sujet, un enjeu majeur. Je pense que dans toutes les politiques publiques engagées sur le décrochage scolaire, la problématique particulière des jeunes aidants est parfaitement laissée de côté et nous avons besoin que les associations, avec les collectivités, notamment la région, pour le public lycéen, de s'attacher particulièrement à cette déclinaison des explications du décrochage scolaire. Alors voilà, on avance vers une plus grande reconnaissance de ce qui est vécu par ces jeunes aidants. Apporter une réponse via ce terreau d'apprentissage qu'est l'école, c'est un gage d'efficacité. Il faut persévérer à tendre la main à l'éducation nationale, tendre les mains, faire aller les chercher, en tout cas pour que ils puissent nous accompagner dans ce combat qui nous réunit aujourd'hui. J'ai bien vu l'échelle des pays qui sont à un bon niveau d'accompagnement. Tant pis s'il faut prendre exemple sur les Anglais. Nous le ferons. Nous le ferons. J'aurais pas dû. Ça, je sais. C'était pas écrit. C'était pas écrit. Prenons exemple sur nos amis anglais. Et donc, Amaranta Bourgeois, voilà, m'a soumis plusieurs idées sur lesquelles nous pourrions nous inspirer au Conseil régional. Nous le ferons parce que nous avons cette volonté. Ce public, on le croise beaucoup. On s'occupe particulièrement de son quotidien. On n'est pas seulement propriétaire des murs des lycées. On les accompagne dans leur orientation, on les accompagne dans leur éducation affective, sexuelle. On les accompagne aussi en leur fournissant des ordinateurs, par exemple, quand ils rentrent en seconde. On a des choses à faire, à leur mettre à disposition, des portes qui peuvent s'ouvrir vers un accompagnement lorsqu'ils sont en situation d'aidance. Donc, je suis venu ici vous redire toute la détermination de Valérie Pécresse, qui cerne très bien le sujet et qui m'a missionné pour le suivre, et bien de continuer de vous accompagner, chercheurs et associations, pour cette meilleure reconnaissance des aidants. Voilà, donc très heureux de participer à ce colloque et je vous souhaite à tous une très bonne journée de travail. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre première mini table ronde, puisqu'ils sont deux. Monsieur Éric Delmar, qui est défenseur des droits des enfants, et Amaranta Bourgeois, qui n'est d'ailleurs pas anglaise mais écossaise. Précisément le dire. Mais j'allais commencer comme ça. Qui est la directrice précieuse de l'association nationale Jade. Voilà. Je vous en prie, on vous écoute. Vraiment, c'était important d'apporter cette précision. Voilà, je vois enfin la salle, parce que depuis tout à l'heure, je me demandais est-ce qu'elle est bien comble, est-ce que tout le monde est bien là. Et oui, on me fait un coucou. Coucou Béatrice. Et je suis ravie de vous voir tous ce matin. Je suis aussi ravie que Monsieur Delmar ait accepté notre proposition de venir en tant que défenseur des enfants. Vous le savez parce que vous lisez tout ce sur quoi nous communiquons, mais la défenseur des droits a pas mal publié sur les jeunes aidants.
notamment la préface aussi du guide Andéo, sur lequel l'Association nationale JADE a travaillé avec l'Association française des aidants et l'APF. Ces prises de position nous ont évidemment fait énormément plaisir parce que, comme on le disait, on part de loin, 2014, encore très invisible. Le fait que la défenseur des droits, s'intéresse au sujet, on a commencé à se dire, tiens, voilà, enfin, il y a une forme de reconnaissance des jeunes aidants. Et donc, je suis ravie de vous accueillir ce matin pour que nous puissions échanger sur le sujet. Il n'y a pas que le guide Andéo, il y a eu d'autres publications. Il y a eu une publication qui est à votre disposition d'ailleurs en haut à l'accueil, mais ça va me permettre d'introduire mon propos, qui s'appelle « Trajectoire et socialisation des jeunes aidants », qui est une étude qui a été demandée par la Défenseure des droits et par l'INJEP, par Céline Lorient-Young, qui n'a pas pu être là, je crois, aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé. Avec une vision aussi un peu différente sur les trajectoires de ces jeunes aidantes, puisque comme Monsieur Denisio l'a bien rappelé, il s'agit majoritairement de jeunes filles. Et cette vision est une vision peut-être moins psychocentrée, mais plus une vision sociologique, avec des impacts a posteriori de ces situations d'aide et comment on se construit avec ces expériences, ces parcours de vie, vers quoi on tend, et y compris dans des choix d'orientation. Donc, si vous souhaitez le lire, il y a quelques exemplaires là-haut, il est aussi disponible en ligne. Mais voilà, écoutez, ça me permet de vous poser la question, parce que c'est pas moi qu'on va venir écouter ce matin, c'est vous. Voilà, quand on a commencé à échanger ensemble, vous aviez énormément de choses à dire sur ces jeunes, et notamment peut-être rappeler un contexte plus large encore, parce qu'on a parlé d'élèves, mais avant d'être des élèves, avant d'être des aidants, ce sont des enfants et des adolescents. Effectivement, merci. Vous avez presque tout dit. C'est bien. Oh non Votre côté anglo-saxon aussi. Ça doit être ça. Merci de votre accueil. Merci à l'Association des jeunes aidants ensemble et au laboratoire de santé de l'Université de Paris-Cité pour cette invitation et cette journée. Alors effectivement, je suis le défenseur des enfants et l'adjoint de Claire Hédon, défenseur des droits. Et ma mission est de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant conformément aux droits et aux engagements de la France, aux engagements internationaux et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, que d'ailleurs beaucoup de gens ignorent et principalement les enfants d'ailleurs. Mon travail, il est de défendre les droits des enfants à chaque fois que les institutions qui sont censées le faire, eh bien, ne le font pas, par méconnaissance du droit, par manque de diligence, parce que souvent l'intérêt supérieur des institutions est plus fort que l'intérêt supérieur des enfants. Et il est aussi de promouvoir les droits, c'est-à-dire de défendre les droits, c'est défendre les enfants dans leur accès aux droits. Et promouvoir les droits, c'est défendre les droits et d'aller aussi, effectivement, sur des droits qui sont invisibles ou des populations qui sont invisibles par manque de promotion. En matière de défense des droits, ça fait 2 ans que je suis arrivé et nous avons à peu près instruit les juristes du défenseur des droits et le défenseur des enfants, donc ce sont des magistrats, des avocats, des juristes, ont à peu près suivi, je dirais, plus de 6000 instructions. C'est assez important, mais c'est assez faible au regard, en même temps, des plus de 200 000 instructions que tous les pôles du défenseur des droits, en matière de tous les droits, ont instruit. Pourquoi ? Parce que les enfants, même quand ils vont bien, méconnaissent leurs droits, et les enfants sont éminemment dépendants des adultes pour faire valoir leurs droits. C'est-à-dire que, d'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est comment notre société a du mal à voir les enfants comme sujets de droit. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé que plus les enfants ont des vulnérabilités, alors on est tous d'accord quand il s'agit de pointer les dysfonctionnements familiaux qui entraînent des vulnérabilités. Quand il s'agit de regarder les institutions, là c'est beaucoup plus compliqué. Et cette question de comment faire émerger les droits de l'enfant et rendre visibles les invisibles, eh bien, elle nous est apparue effectivement, et c'est la raison pour laquelle vous avez rappelé cette étude de trajectoire et socialisation des jeunes aidants avec l'INJEP, où effectivement vous allez retrouver les pressions sociales et notamment, à part un garçon, c'est que des jeunes filles, pression sociale des jeunes filles, toutes les difficultés de faire cohabiter développement personnel à un moment
où il ne vous a pas échappé, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, quelle jurisprudence et quel retour d'expérience aurons-nous sur cette crise sanitaire, puisque nos enfants grandissent aujourd'hui dans un contexte de crise, qu'elle soit écologique, qu'elle soit climatique, qu'elle soit sanitaire, la peur du terrorisme, la peur du déclassement social, et qui nécessite effectivement que les adultes accompagnent, soient présents dans une vision globale de l'enfance. Et tout ça pour vous dire que la question de l'école, puisqu'elle est centrale, la question de l'école, nous sommes à une époque où l'école ne tient plus uniquement, on le savait, mais là, dans ce contexte que je viens de vous rappeler de crise, l'école ne peut plus tenir dans ce contexte-là, sur le modèle, pour être bon en maths, pour être bon en français, faites plus de maths, faites plus de français. C'est-à-dire de s'adresser uniquement à l'élève. C'est-à-dire, au fond, ce qui est important, c'est de créer ensemble les conditions qui vont rendre les enfants disponibles aux apprentissages. Alors, c'est ce que... rien de nouveau, hein, c'est ce que De Crowley disait il y a plus de 150 ans, ce que Freinet disait au siècle dernier, ce que maintenant on essaie de voir par les compétences psychosociales, mais qui a énormément du mal à rentrer. La crise sanitaire pour tous les enfants, elle a été inquiétante dans le sens où s'intéresser aux enfants pendant une crise sanitaire, c'est bien entendu, comme tout à chacun, éviter qu'ils contractent la Covid, mais c'est surtout avoir conscience que les enfants sont éminemment dépendants des interactions sociales pour grandir, et que on voit aujourd'hui l'état des services de pédopsychiatrie, de pédiatrie, qui ne voient pas de perspective de sortie, et alors que la crise sanitaire, le pic n'est plus là depuis 1 an, eh bien le pic des troubles de l'humeur, des troubles de santé mentale pour les enfants est énormément présent. Et comment les invisibles, comment les jeunes aidants notamment, ont été complètement encore plus ignorés. Alors, il y a des progrès, moi je ne peux que satisfait, que des avancées bien sûr, mais les jeunes aidants, notamment mineurs, restent totalement invisibles à l'heure actuelle. La question de comment faire coïncider vie scolaire, vie aidance, vie familiale, vie amicale, vie amoureuse. Comment, à toutes les étapes, comment les enfants... D'ailleurs, vous avez rappelé, à juste titre, qu'il n'y a pas de politique publique. C'est-à-dire, quand on ignore le chiffre, c'est qu'on ne peut pas mettre de politique publique en face. Les enfants eux-mêmes ignorent bien souvent qu'ils sont aidants. Forcément, c'est la raison pour laquelle on y est allé, on n'est pas, nous, saisis en matière de défense des droits, puisque, les enfants n'ont pas conscience qu'ils le sont. Les parents vont culpabiliser de saisir le défenseur des droits parce qu'ils mettraient implicitement leur enfant dans cette situation-là. Et puis surtout parce que la pratique au quotidien fait que faire valoir ses droits, c'est tellement difficile à 500 mètres de chez soi que contacter le défenseur des droits, même si c'est gratuit et qu'il y a plusieurs supports, c'est compliqué. Donc comment, dans cette trajectoire-là, dans cette étude, nous voyons qu'à toutes les étapes, au niveau de l'orientation scolaire, au niveau de l'entrée, et alors, il ne faudrait pas se réjouir que parce que ces enfants, enfin pas se réjouir trop vite, que parce que ces enfants, ces grands ados, ces futurs adultes, grâce à l'aidance, ont acquis, je dirais, des savoirs, des compétences et quelque chose qui va d'ailleurs être de réelle qualité en matière d'empathie, d'altérité, et vont se destiner à des métiers de l'humain, oublier qu'ils ont été enfants et qu'ils ont des droits fondamentaux. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit au loisir. Notre société, elle en est là aujourd'hui, c'est-à-dire les progrès en matière d'enfance et en matière d'enfance vulnérable, et de considérer l'école autrement. Je vois bien, moi, quand on parlait de 500, 700 000, 1 million de jeunes aidants, je pourrais vous parler de 500 000, 700 000, 1 million d'enfants victimes de harcèlement scolaire, on n'en sait rien. Je pourrais vous parler, en cette rentrée, du nombre d'enfants en situation de handicap non scolarisés. On est incapable d'avoir le chiffre. On est incapable, et on voit bien que comment faire rentrer, pas les vulnérabilités, au fond, l'enfance dans l'école, c'est-à-dire arrêter de parler d'élèves et arrêter de parler d'enfants. Pour ça, il faut absolument que nos institutions bougent. Il faut sans doute décloisonner les institutions. Il faut certes mieux former les enseignants, mais il ne faut pas les laisser seuls, isolés, à régler un certain nombre de choses, la prévention de la radicalisation, des classes très hétérogènes. Il faut faire rentrer l'éducatif,
C'est-à-dire quelle école on veut demain, et si on veut une école inclusive, on la veut pour tout le monde. C'est-à-dire repérer les vulnérabilités des enfants, les danses, ou qui doit d'ailleurs ne pas forcément être définie comme une vulnérabilité, mais en tous les cas comme une prévention, eh bien elle nécessite un service éducatif, pédagogique, au sens, je dirais, que nos philosophes nous disent depuis 2000 ans et que nos pédagogues nous disent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de transmission de savoir, en tous les cas de savoir théorique, il s'agit de transmission de savoir vivre ensemble. Il faut absolument que cette école, elle s'ouvre, et il faut aider. Alors, il y a des expériences, on peut parler de l'Angleterre, on pourrait parler du Canada, il y a fait de nombreuses années où le champ du social et du médico-social est rentré dans l'école sans se regarder de travers, et où effectivement c'est comme si au fond vous aviez des équipes de CPE, de proviseurs adjoints qui ont des équipes d'éducateurs, de travailleurs sociaux et qui font énormément le lien entre parentalité et élèves, entre parentalité et enseignants. Vous n'a pas échappé que par exemple des parents n'ont pas eu accès à l'école maternelle pendant 2 ans. Et que quand on voit les enjeux de la séparation, donc déjà pour des enfants qui a priori iraient bien. Donc vous imaginez comment déceler en plus la difficulté avec la culpabilité en plus des familles, ou la honte, ou en tous les cas, ou la difficulté de s'exprimer parfois, de parler de l'aidance. Donc je crois que tous nos débats, tous les enfants passent par l'école ou devraient passer par l'école. Et que c'est à travers cette question de l'école comme un lieu de vie et pas uniquement comme un lieu de passage, qui est fondamental. Lieu de vie, ça veut dire que même si on n'y est que quelques heures en fonction de son projet, au moment où on est dans un lieu de vie. On n'est pas dans un lieu de passage. C'est fondamental. Ça veut dire des simplifications. Quand vous savez qu'aujourd'hui, que par exemple des éducateurs spécialisés qui ont fait des études d'éducation spécialisée, qui ont une vraie expérience, doivent reprendre tout à zéro pour devenir conseiller principal d'éducation, par exemple. Parce que seul le master compte. Vous savez qu'on est sans doute le pays de l'OCDE qui demande le plus d'années d'études à ses enseignants, Bac plus 5, mais qui les forme le moins à la question de la pédagogie, de l'éducatif et des droits des enfants. Et c'est ça c'est ce prisme culturel qu'il faut changer. Bien sûr, il faut des moyens partout. Il faut une médecine scolaire qui vienne aussi sans doute soulager. Mais là, quand on voit l'état de notre médecine scolaire depuis des années, il soulageait. Mais voilà, donc c'est ce prisme culturel. Si on ne change pas ce prisme culturel, c'est ce prisme culturel qui fera valoir l'enfant comme sujet de droit et pas objet de droit. Plus les enfants sont vulnérables, plus ils sont considérés comme des objets de prise en charge plutôt que des sujets de prise en compte. Arrêtons de parler de prise en charge, les enfants ne sont pas une charge. Si moi, le matin, en arrivant au boulot, on me disait « Comment va ta prise en charge ?» Prise en compte. Commençons une phrase par prise en compte et on verra déjà, peut-être que prise en compte, il faut que je me mette moi-même dans une posture d'altérité, d'empathie, c'est-à-dire de me décentrer de mes propres besoins pour être auprès des enfants. Forcément, écouter les enfants, ça prend du temps. Et on n'a jamais le temps. Vous avez remarqué, on n'a jamais le temps d'écouter les enfants. Donc voilà, je pourrais encore vous parler longuement de la parole des enfants, mais c'est ce prisme culturel. Et ça, il y a un moyen, il faut absolument décloisonner nos institutions, décloisonner nos ministères, et que les cadres dirigeants qui soient dans tous les secteurs, que ce soit dans l'éducation nationale, j'étais à l'IH2EF hier devant près d'un millier de proviseurs adjoints et de principaux adjoints, mais que ce soit dans le champ du médico-social, que ce soit dans le champ des formations à l'EHESP, médico-social, hôpitaux, il faut absolument que les cadres soient formés aujourd'hui à l'autre, au partenariat. C'est-à-dire sa seule expérience, sa seule expertise ne suffit plus à être expert aujourd'hui. Il faut décloisonner ces modèles techno pour revenir sur l'essentiel des métiers du terrain. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Merci beaucoup. Vous voyez bien que je n'avais pas tout dit. Hein. Merci infiniment en tout cas. Je suis attendu pour rencontrer des enfants, alors je vais vous rejoindre en début d'après-midi. Merci, à tout à l'heure. Je veux bien annoncer la table ronde d'après. Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais je pense que tu arrives, c'est ça ? En fait, je pensais que tu voulais encore prendre la parole. Je pense qu'on peut passer, vu le timing. Je fais mettre des horloges aussi en ce moment. Voilà, je reviendrai après. Très bien.
Alors la suite nous attend. Parfait. Eh bien, c'est donc moi qui vais inaugurer cette session de la matinée consacrée à la présentation des données de recherche sur les jeunes aidants. Et donc, avec un propos introductif qui va viser à retracer les avancées du programme de recherche GED après 5 années d'existence. Alors, ce programme de recherche GED, il a été conçu fin 2017 avec ma collègue, le professeur Aurélien Intas, avec 4 objectifs. Le premier, identifier les jeunes aidants en France. Le second, étudier les facteurs protecteurs et de vulnérabilité associés à cette situation d'aidance. Caractériser leurs difficultés. Et enfin, développer et évaluer des interventions destinées à les aider. Dans le cadre de ce programme de recherche, nous avons ainsi mis en place depuis 2018 10 projets de recherche qui constitue donc un travail conséquent, mais qui a permis de nous faire remonter, qui a contribué à faire remonter la France dans la classification internationale. Ce programme de recherche, il est décliné en 3 volets, avec des recherches qui portent directement auprès des jeunes et de leurs familles, avec l'étude Adocare ou encore l'étude Elias dont vous parlera Jade Pilato, et l'étude Campus Care chez les étudiants que Basilie Chevrier va vous présenter. Un deuxième volet qui a vu se déployer des projets spécifiques auprès des professionnels à l'école. Christiane Vuvlac va vous restituer des résultats de l'étude Educare. Une étude auprès des professionnels de santé, et ce sera Pauline Justin qui vous parlera de ce volet, de cette étude spécifique, et puis donc des études sur l'évaluation d'intervention et plus particulièrement l'évaluation des ateliers artistiques répit portés par l'Association nationale JAD. Ces projets, donc là, vous allez avoir la chance de rencontrer une bonne partie de notre équipe. D'autres ne présentent pas aujourd'hui, mais ils sont présents dans la salle et on tient à les remercier. Voilà, on a pu attirer et fédérer autour de nous et de cette question de la jeune aidance un ensemble de jeunes chercheurs motivés et on les remercie ce jour de nous avoir rejoints dans cette aventure. Et puis, sachez qu'on est très ouverte à la collaboration. Alors, si à un moment vous vous posez des questions, vous avez envie de travailler avec nous, n'hésitez pas à rejoindre cette belle aventure de la recherche sur les jeunes aidants en France. Ces recherches, Madame Perret-Touffletou l'a souligné, elles ne sont possibles que grâce au soutien financier dont nous bénéficions, des soutiens émanant d'organismes publics et d'organismes privés. Et donc, nous les remercions également de soutenir ce programme de recherche ambitieux. Alors, la question des jeunes aidants, la première étude qu'on a mis en place, c'est donc l'étude Adocare. Cette étude, elle était nécessaire puisque quand on a démarré, il n'y avait pas de données en France spécifiques issues d'études scientifiques sur les jeunes aidants. Et donc, nous avons commencé par nous intéresser à la question des jeunes aidants lycéens. Alors, on a inclus plus de 4000 lycéens français. Et le résultat clé de cette première étude est une prévalence de 14,3% de jeunes aidants lycéens en France, soit environ 4 par classe, avec cette particularité que la majorité sont des filles. Donc on identifie déjà ici un premier indicateur de repérage potentiel. Ces jeunes aidants, ils aident majoritairement un parent, si on cumule les prévalences mère et père, mais également un grand-parent ou encore un membre de leur fratrie. Les résultats de cette étude nous ont aussi montré qu'on avait près de 40% de ces jeunes qui étaient confrontés à plusieurs proches malades, ce qui peut interroger ici un effet de cumul des activités d'aidance.
Ces proches, ils présentent majoritairement une maladie somatique, grave ou chronique, mais également une problématique de santé mentale ou encore un handicap. Enfin, la plupart des jeunes aidants que nous avons identifiés partageaient le domicile du proche malade, donc étaient confrontés au quotidien à la nécessité d'accompagner leurs proches. En termes de caractéristiques, il nous semblait important de rappeler que comparativement aux jeunes sans proche malade, les jeunes aidants, ils ont un moins bon fonctionnement familial, ils ont une qualité de vie plus faible et ils ont une moins bonne santé mentale. Donc là, 3 indicateurs clés qui démontrent l'importance d'accompagner cette population vulnérable. C'est aussi des jeunes qui perçoivent leur santé comme pas très bonne comparativement aux autres jeunes et qui ont plus souvent une maladie ou un handicap. Enfin, par rapport à la thématique clé de ce colloque aujourd'hui, eh bien, les jeunes aidants ont plus souvent redoublé. Et là, ce résultat nous invite à essayer de mieux comprendre quelles sont l'approche que les professionnels de l'éducation nationale ont de cette question de la jeune aidance. Et je vais donc donner la parole à ma collègue Christelle Viulac qui va vous présenter des résultats en lien avec la représentation des professionnels de l'éducation nationale sur cette question des jeunes aidants. Merci Géraldine. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais effectivement vous présenter une partie des résultats de l'étude Adocker qui s'intéresse donc aux représentations des professionnels de l'éducation sur les jeunes aidants. Tout d'abord, des éléments de contexte. Pourquoi on a voulu mener cette étude ? Quand on a commencé à s'intéresser aux professionnels et à leurs connaissances, leurs attitudes sur les jeunes aidants, il n'y avait pas de données existantes dessus. Il y avait juste une étude qui avait été faite en Suisse, mais c'était tout. Et en France, on n'avait pas de données. On a donc décidé de lancer cette étude Adocker qui se présentait sur 2 volets, avec un premier volet qualitatif dans lequel on a rencontré 33 professionnels de l'éducation nationale qui ont participé à des entretiens de recherche. Et ce premier volet nous a permis de mettre en avant certains résultats, notamment le fait que, bien qu'un grand nombre d'entre eux ne savaient pas ce qu'était un jeune aidant, plus de la moitié en avait déjà rencontré un dans le cadre de leur exercice professionnel. Ils se représentaient les conséquences possibles de l'aidance, mais en revanche, il y avait peu d'actions d'accompagnement qui étaient mises en place à l'école pour ces jeunes. Suite à cette étude, et en s'appuyant sur ces résultats, on a construit un questionnaire qu'on a pu diffuser de façon vraiment très globale en France auprès des professionnels donc, de l'éducation nationale. Et on a plus de 2600 professionnels qui ont participé à notre enquête. Alors, ces professionnels avaient en moyenne une moyenne d'âge de 45 ans, une grande majorité de femmes, et travaillaient dans l'éducation depuis en moyenne à peu près 18 ans. Ils ont participé depuis toutes les régions de France. Au niveau de leur profession, on avait une grande partie d'enseignants, évidemment, également des chefs d'établissement et des professionnels médico-sociaux, des infirmières, des médecins scolaires, psychologues de l'éducation, assistantes sociales et également des CPE et d'autres types de professionnels. Pour un tiers d'entre eux, ils travaillaient en école élémentaire, environ 60% en collège et lycée, et 7% travaillaient de façon transversale sur ces 3 niveaux. Alors, pour les résultats, maintenant, en premier lieu, on a voulu savoir ce qu'ils avaient comme connaissance déjà sur les jeunes aidants. 78% de ces professionnels n'avaient jamais entendu le terme « jeune aidant ». Ils ne connaissaient pas ce terme. On leur a demandé ce que ça évoquait pour eux, quelles étaient les idées qui leur venaient en tête quand on leur parlait d'un jeune aidant, même sans savoir ce que c'était. Ils ont donné des réponses en lien avec le fait d'aider, en lien avec la jeunesse, donc ça c'était assez attendu. 27% d'entre eux ont également donné des réponses en lien avec la notion de maladie, de handicap, de santé. Et un petit pourcentage nous a donné des réponses qui correspondaient à peu près à une définition d'un jeune aidant ou d'un jeune adulte aidant. En revanche, il y avait une proportion assez importante de participants qui nous ont donné des réponses qui n'avaient pas du tout de lien finalement avec les jeunes aidants, comme par exemple la notion de tutorat entre élèves ou de professionnel, un jeune professionnel ou un jeune qui aide un professionnel. Et ça représentait quand même 45% des participants qui nous donnaient des réponses qui n'avaient rien à voir du coup avec un jeune aidant.
On leur a quand même donné une définition d'un jeune aidant pour partir à peu près sur les mêmes bases. Et ensuite, on a voulu creuser un petit peu finalement ce qui pouvait se représenter concernant ces jeunes. À quel âge on pouvait devenir jeune aidant ? En moyenne, la réponse était aux alentours de 10 ans. Et surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour 46% d'entre eux, ils ne se représentent pas l'aidance comme étant possible chez les plus jeunes, donc notamment chez des enfants en âge d'être en école élémentaire. Concernant la personne qu'ils peuvent être amenés à aider, c'est surtout un parent ou un frère ou une sœur qui se représente bien et éventuellement aussi un grand-parent en troisième position. Et pour ce qui concerne l'aide qu'ils apportent, ils se représentent plutôt bien des aides qu'en fait tout jeune peut être amené à apporter au sein de son foyer. Le fait de s'occuper de la fratrie, d'intervenir dans des tâches domestiques. Et pour ce qui concerne le soutien apporté plus spécifiquement aux proches malades, il se représente plutôt bien le soutien émotionnel. En revanche, d'autres aides plus directes, les aides dans les activités quotidiennes, comme manger, s'habiller, ou les aides sur la gestion de la maladie, ça, ce sont des types d'aides qu'ils se représentent moins bien. Nous avons aussi voulu savoir, d'après eux, quelles conséquences pouvaient être amenées suite à cette situation d'aidance chez les jeunes, et parmi toute une liste de conséquences qu'on leur proposait. Concernant les conséquences personnelles, ils se représentaient plutôt bien des conséquences émotionnelles et sur la fatigue, et des conséquences aussi positives comme un développement de la maturité et de l'autonomie. En revanche, c'est plus difficile pour eux de se représenter d'autres conséquences comme l'isolement, la honte ou des idées noires. Pour ce qui concerne maintenant les conséquences plus spécifiques sur la scolarité du jeune, on voit que celle qu'il se représente le mieux, c'est les problèmes de concentration, mais finalement, quand on regarde un petit peu le pourcentage maximum, tout à l'heure, sur les conséquences émotionnelles, il se positionnait entre 65 et 80%. Imaginez ces conséquences. Ici, le maximum, on est à 64%. Et moins, alors que c'est quand même le corps de métier finalement de ces professionnels qui travaillent à l'école avec ces jeunes. Et d'autres conséquences comme le redoublement dont parlait tout à l'heure Géraldine ou encore la stigmatisation ou le harcèlement sont des conséquences qui étaient moins imaginées par les professionnels. Nous avons voulu les questionner sur les raisons des éventuels freins à l'identification des jeunes aidants. Pour ce qui concerne directement les jeunes, on leur a demandé éventuellement s'il y aurait une question du silence du jeune aidant, quelle en pourrait en être la raison. Et parmi les raisons qu'on proposait, les plus fréquentes étaient le fait qu'ils ne savent peut-être pas qu'ils sont jeunes aidants ou qu'ils ne veulent pas que leur situation soit connue à l'école. Ça pointe peut-être finalement un besoin de sensibiliser à l'école non seulement les professionnels, mais aussi directement les jeunes, pour pouvoir aussi les accompagner. Pour ce qui concerne les freins vraiment émanant des personnels, c'est surtout des freins organisationnels, le manque de temps, le manque de formation, le manque d'argent. Mais il y a aussi une petite partie d'entre eux qui se positionnaient sur le fait que peut-être que ça ne relève pas de leurs attributions ou que ce n'est pas le rôle de l'école. Au-delà de ces connaissances générales, nous avons souhaité aussi investiguer un petit peu plus les expériences qu'avaient pu avoir ces professionnels avec des jeunes aidants. Et sur notre échantillon total, on a 46% des participants qui avaient rencontré un jeune aidant dans le cadre de leur exercice professionnel. Pour plus de la moitié, ils ont été informés directement par l'élève, par le jeune. Donc finalement, cette question du silence du jeune, c'est peut-être pas le principal frein. Un tiers ont également été informés soit par la famille, soit par un des collègues. Ces situations concernaient donc majoritairement effectivement une fille qui aidait en premier lieu sa mère. Tout à l'heure, on voyait que sur la personne aidée, il se représentait que c'était surtout un parent. En fait, dans le parent, c'est surtout la mère, puisqu'après, pour les situations concernant un père ou un membre de la fratrie, on est déjà sur des chiffres beaucoup moins importants. Et ces situations concernaient surtout une situation avec une maladie somatique. On leur a demandé ce qu'ils avaient fait après avoir identifié cette situation chez ce jeune, ce qu'ils avaient pu faire eux personnellement en tant que professionnels et ce qui avait été fait aussi de façon plus globale au niveau de l'établissement.
Finalement, ce qu'on voit, ce qui est fait le plus de façon générale, à la fois directement par les jeunes et par l'école, c'est surtout cette notion d'échange. Échanger, parler avec le jeune, échanger entre collègues, faire circuler l'information au niveau de l'établissement et également avoir une certaine vigilance sur le jeune. En revanche, des actions un petit peu plus concrètes et notamment pour des aides et des adaptations au niveau de la scolarité, comme par exemple des modifications d'emploi du temps ou la mise en place d'aménagements plus formels comme des PPE, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fait. Une certaine partie d'entre eux ont également déclaré que rien de spécifique n'avait été fait, et c'est quand même le cas pour 16% pour ce qui concerne des actions faites par l'école pour accompagner ces jeunes. En revenant sur notre échantillon plus global, donc les professionnels qui ont rencontré ou non un jeune aidant dans leur pratique, on leur a demandé finalement par rapport à cette situation des jeunes aidants, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir, qu'est-ce qui serait pertinent de leur proposer comme formation, en leur proposant des thématiques de formation. Et finalement, en premier lieu, c'est surtout un intérêt sur les formations sur les jeunes aidants, déjà pour mieux les comprendre, mieux les repérer, mieux les identifier. Et ensuite, dans un second temps, aller plus dans le détail avec des formations, par exemple, sur l'attitude à avoir avec le jeune, avec sa famille. Et enfin, des formations sur les aménagements, les aides plus concrètes qui peuvent être menées à l'école. Donc, ces différents résultats nous montrent que, effectivement, il y a une nécessité de sensibiliser, de former les professionnels de santé. D'abord, dans un premier lieu, pour leur permettre d'identifier et comprendre les problématiques des jeunes aidants pour les aider à mieux les accompagner. C'est ce qui a été fait avec les actions de sensibilisation qui vont vous être présentées tout à l'heure en deuxième partie de matinée. Mais avant ça, je vais laisser la parole à ma collègue qui va nous parler d'autres professionnels, les professionnels de santé cette fois-ci, qui s'occupent de l'aider et de voir finalement s'il y a des différences et faire des comparaisons avec ces professionnels de l'éducation. Donc, je vais laisser la place à Pauline Justin. Merci beaucoup Christelle. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, finalement, en prenant ces résultats qu'on vient de vous présenter sur les professionnels de l'école, on a souhaité vérifier, savoir si on retrouvait les mêmes résultats chez les professionnels de la santé. Et donc, on a créé le projet Healthcare qui s'intéressait plus spécifiquement aux connaissances et aux pratiques des professionnels de santé vis-à-vis des jeunes aidants. Alors, juste petit aparté, ces résultats que je vais vous présenter portent sur un échantillon de professionnels qui exerçaient auprès de patients atteints de cancer. Et je reviendrai à la fin de cette présentation sur les résultats un peu plus globaux de cette étude. Alors, sur la même méthodologie que l'étude Educare, on a réalisé une première étude qualitative en interrogeant 31 professionnels de santé exerçant en oncologie. Et finalement, ces premiers résultats ont montré que les professionnels avaient globalement des représentations assez superficielles de la question des jeunes aidants et des connaissances peu approfondies sur cette population vulnérable. Donc, on a souhaité un peu plus généraliser ces résultats, donc en lançant une étude quantitative dans laquelle 395 professionnels âgés environ de 43 ans et majoritairement des femmes, encore une fois, ont pris part à cette étude. Au niveau de la répartition des professions, donc un tiers d'entre eux étaient médecins, 20% psychologues, 20 autres infirmiers, et les autres étaient soit cadres de santé, soit assistants des services sociaux ou encore aides-soignants. Concernant la répartition au niveau de la patientèle, 80% d'entre eux exerçaient auprès d'adultes, auprès de patients adultes, et seulement 10% d'entre eux auprès d'enfants ou d'adolescents. Au niveau de leur représentation générale de ce que pouvait être un jeune aidant, finalement, 48% avaient déjà entendu parler du terme jeune aidant, ce qui finalement est un peu plus élevé que les professionnels de l'éducation. Mais pour autant, selon eux, un jeune aidant n'était âgé qu'à partir de 12 ans en moyenne, ce qui est largement plus élevé de 2 ans environ que les professionnels de l'éducation. Et finalement, pour 65% d'entre eux, ça n'apparaissait qu'à partir de... ils avaient mentionné un âge supérieur à 12 ans. Donc, encore une fois, comme les professionnels de l'éducation, imaginer qu'un jeune pouvait être plus jeune que 12 ans, c'est encore un peu difficile.
Concernant le proche aidé, ils ont majoritairement mentionné un parent et vraiment dans une moindre mesure un frère ou une sœur ou encore un grand-parent, ce qui là encore diffère des professionnels de l'éducation, mais ce qui peut finalement s'expliquer par le contexte et la patientèle qu'ils prenaient en charge, car rappelons-le, ils exerçaient majoritairement en service adulte. Donc, ils sont eux aussi capables de s'imaginer le type d'aide apportée par un jeune, mais pour le coup, eux ont davantage mentionné un soutien émotionnel ou des soins médicaux, ce qui finalement rentre qui est assez concordant avec leur domaine d'activité. Mais ils sont aussi capables de s'imaginer des tâches de la vie de tous les jours, comme des tâches domestiques ou encore le fait de s'occuper de la fratrie. Donc, eux aussi arrivent à s'imaginer les conséquences associées à ce soutien apporté, qui sont sensiblement les mêmes que les professionnels de l'éducation, mais finalement avec des proportions qui sont quand même assez supérieures, donc de la fatigue, de l'inquiétude ou encore de la tristesse, mais ils arrivent quand même à percevoir que ça peut avoir un impact sur la scolarité, notamment pour 65% quasiment d'entre eux, et ils mentionnent, contrairement aux professionnels de l'éducation, davantage l'isolement, la honte ou encore la culpabilité. Il mentionne quand même des conséquences positives qui sont les mêmes que ceux mentionnés par les professionnels de l'éducation, comme la maturité, l'autonomie ou l'altruisme. Et finalement, contrairement aux professionnels de l'éducation, les professionnels de santé mentionnent également des freins à l'identification et à l'accompagnement des jeunes aidants, mais donc, les professionnels de l'éducation mentionnaient davantage des freins organisationnels, institutionnels. Mais pour le coup, les professionnels de santé, c'est plutôt de l'ordre du manque de connaissances, que ça soit le manque de connaissances sur les structures vers lesquelles orienter les jeunes aidants qu'ils auraient pu identifier, mais aussi et surtout un manque de connaissances générales sur la question des jeunes aidants, et également des difficultés à identifier les jeunes aidants dans leur service. Mais pour le coup, et de manière assez surprenante, ils estiment également que finalement, être jeune aidant, c'est pas une situation qui est assez fréquente, ni finalement qui est toujours problématique pour ces jeunes qui justifieraient la mise en place d'accompagnements systématiques dans leur service. Donc, pour conclure, finalement, ces deux résultats qu'on vient de vous présenter, donc, surtout cela montre des différences entre les professionnels de la santé et ceux de l'éducation, mais ça nous encourage justement dans le fait qu'il faut sensibiliser tous les professionnels en tenant compte des spécificités de chacun finalement. Et on part du principe que si on sensibilise et qu'on forme les professionnels de l'éducation qui sont au plus proches des élèves et donc des potentiels jeunes aidants, mais qu'on sensibilise également les professionnels de la santé qui sont au plus proches des patients et des problèmes de santé, on maximisera nos chances d'identifier et d'accompagner tous les jeunes aidants qui pourraient exister en France. Et comme je l'ai dit au début de cette présentation, donc, l'étude Healthcare n'est pas encore terminée et on vous présentera les résultats généraux en 2023. Mais en attendant, si vous voulez nous aider, que ce soit en participant ou en partageant cette étude autour de vous, on vous y encourage fortement et donc vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Je vous laisse prendre des photos si vous voulez. Et donc je vous remercie pour votre attention. Et je laisse la parole à ma collègue Basilie Chevrier, qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, qui va donc vous parler des jeunes aidants adultes dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Donc, nous venons d'entendre deux présentations pour nous parler des professionnels, soit des professionnels de l'éducation ou des professionnels de santé. On va maintenant se recentrer sur l'aidant. Et je vais donc vous parler des étudiants aidants. La question qu'on s'est posée, c'est à quel point l'expérience de jeune aidance est-elle associée au parcours dans l'enseignement supérieur ? Si on reprend un peu ce que nous dit la littérature, et en fait, il y a quand même très peu de littérature, on sait qu'il y a une influence directe de l'expérience d'aidant sur le choix d'orientation. Cette influence peut être de manière consciente ou inconsciente. C'est-à-dire qu'un jeune peut se tourner vers une filière de soins et de santé parce qu'il sait qu'il a eu un rôle d'aidant et que du coup, il se reconnaît dans cette filière-là, ou de manière totalement inconsciente et en fait se tourner vers cette filière sans être capable d'identifier que c'est son rôle d'aidant qui l'a amené vers cette filière, ou à l'inverse, se dire « mais j'ai été aidant, je ne veux plus voir d'humain ». Je veux partir vers une filière totalement différente. Tout de même, on retrouve que dans les filières, notamment infirmières, il y a davantage de jeunes adultes aidants que de non-aidants. Au niveau du plan de carrière, en fait, on retrouve un lien direct avec la maladie du proche. On a notamment un travail qui nous montre qu'on souhaite devenir nutritionniste quand notre parent a un diabète.
Donc il y aurait comme ça l'idée, en tout cas l'intention, d'avoir une profession qui nous permet de venir directement en aide à notre proche malade en lien avec sa maladie. Toutefois, ce rôle d'aidant va venir également contraindre les aspirations professionnelles. On retrouve à quelques reprises le fait que lorsqu'on est aidant, on va venir choisir un établissement qui en fait est proche géographiquement de notre proche malade, de la personne qu'on aide. On va donc faire un choix de filière qui sera davantage géographique que lié à des aspirations professionnelles. Avec Campus Care, nous avons interrogé plus de 6700 étudiants et nous nous sommes aperçus que parmi ces 6700, il y en a actuellement 60% qui sont confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche. Parmi ces 60%, ils sont plus de la majorité à avoir choisi une filière de santé ou de soins. Ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas le cas de ceux qui ont été confrontés à la maladie d'un proche dans le passé. Donc c'est bien le fait d'être actuellement confronté à la maladie d'un proche qui fait qu'on va davantage se tourner vers une filière de santé et de soins. C'est ce que je viens de dire. On retrouve également, sur ces 6700 étudiants interrogés, que 15% évoquent l'expérience d'aidance comme un événement de vie majeur qui a façonné leur orientation. Le fait d'évoquer l'aidance comme un événement de vie majeur revient à une intégration du rôle d'aidant comme faisant partie de leur identité. En fait, ce que je suis, c'est que je suis aidant. Le fait de s'identifier comme étant aidant, de dire oui, mon orientation est liée à la maladie de mon proche, est un meilleur prédicteur du choix de filière, donc du fait de s'orienter dans une filière de soins ou de santé. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'être actuellement confronté ou de se reconnaître comme aidant un proche. Donc c'est réellement cette idée de « je suis aidant ». Donc ce qu'on observe dans la littérature, cette idée de conscient-inconscient, va dépendre en fait de l'intégration du rôle d'aidant dans l'identité du jeune. Maintenant, si on se tourne un peu sur ce que disent les étudiants, on retrouve des discours comme « de nombreux problèmes au sein de ma famille, notamment des problèmes de santé, m'ont fait me diriger vers les métiers sociaux, médicaux, psychologiques. » Ou encore « ma grand-mère a beaucoup de problèmes de santé, donc je veux pouvoir m'occuper d'elle professionnellement bientôt. » Ça, c'est ce qu'on retrouve en lien avec la question d'identité. Pour autant, quand on les a interrogés, on a aussi eu des réponses du type « dépression de l'un de mes parents, donc j'ai fait le choix de faire mes études proches du domicile familial. » Donc au-delà du désir d'aider le proche professionnellement bientôt, plus tard, il y a aussi cette contrainte géographique qui reste forte. Nous allons présenter l'ensemble des résultats de Campus Care lors d'un webinaire le 20 janvier prochain. Donc nous vous invitons bien sûr à y assister. Et je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer à la présentation de Jade Pilato qui va maintenant nous parler des collégiens. Je vous remercie. Merci Basilie. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant nous intéresser aux jeunes aidants au collège et je vais vous présenter quelques résultats de l'étude pilote Elias. Alors pourquoi mener une telle étude ? Nous avions donc déjà mené une étude auprès des étudiants, auprès des lycéens et nous n'avions aucune information sur les jeunes entre 11 et 15 ans. Pourtant, les études internationales montrent que l'aide se développerait au cours de cette période de l'adolescence. Donc, nous avons mis en place une étude pilote sur les jeunes aidants collégiens. Alors, qui sont ces jeunes aidants au collège ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé 1657 collégiens et nous avons identifié parmi eux des jeunes aidants. Ces jeunes aidants avaient en moyenne 13 ans d'âge, 65% d'entre eux étaient des filles, donc la majorité étaient des filles, et 17,5% des jeunes aidants rapportaient avoir eux-mêmes une maladie ou un handicap. Qui aident-ils ? Ils aident majoritairement un parent, comme on a vu dans l'étude Adocare. Ils aident également un grand-parent, et 17% d'entre eux rapportent aider un membre de la fratrie. Comme dans l'étude Adocare, presque 30% rapportent avoir plusieurs proches malades. Au niveau de la maladie du proche, 83% des proches sont atteints d'une maladie somatique, donc d'une maladie physique grave ou chronique, comme un diabète ou un cancer.
23% d'entre eux ont un problème de santé psychologique et enfin 17% d'entre eux sont en situation de handicap. Cette situation a un impact sur la qualité de vie psychologique de ces jeunes, puisqu'ils rapportent des niveaux de bien-être psychologique inférieurs à leurs pairs et plus d'émotions négatives également que leurs pairs. Au niveau de la qualité de vie à l'école, on n'a pas trouvé de différence dans nos résultats préliminaires entre les jeunes aidants et les non-aidants. Au niveau des relations amicales et du soutien apporté par les pairs, attention cependant, les relations avec les pairs ne sont pas pour autant exemplaires, puisque les jeunes aidants sont plus victimes de harcèlement scolaire que leurs pairs non-aidants. On n'a pas retrouvé de différence non plus entre les jeunes aidants et les non-aidants au niveau de l'environnement scolaire. Donc cette dimension évalue notamment les relations avec les professeurs. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes aidants et les non-aidants que pour autant les jeunes aidants vont bien. Puisque quand on regarde les résultats à la fois des jeunes non-aidants et des jeunes aidants, on s'aperçoit qu'ils ont des scores inférieurs aux normes internationales. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que l'étude a été menée pendant la crise sanitaire. Au niveau de l'impact sur la scolarité, on n'a pas trouvé de différence entre les jeunes aidants et les non-aidants au niveau du redoublement et au niveau de la perception de la réussite scolaire. En revanche, lorsqu'on regarde parmi les jeunes aidants, on s'aperçoit que les jeunes aidants de parents et notamment de mères rapportent une perception de leur réussite scolaire plus faible que les jeunes aidants d'autres membres de la famille. En revanche, on a trouvé une différence entre les jeunes aidants et les non-aidants au niveau des ruptures dans la scolarité. C'est-à-dire que ces jeunes, les jeunes aidants, rapportent plus souvent être absents pour de longues périodes que les jeunes non-aidants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de différence entre les jeunes aidants et non-aidants au niveau du redoublement et de la perception de la réussite scolaire. Donc ce n'est pas ce qu'on avait retrouvé dans l'étude ADOCARE auprès des lycéens, où là on avait vu qu'il y avait, que les jeunes aidants redoublaient plus et avaient une plus mauvaise perception de leur réussite scolaire. Donc il y aurait a priori une différence entre les jeunes aidants au collège et les jeunes aidants lycéens. Donc pour mieux comprendre cette différence, pour mieux comprendre l'impact de la situation des danses à l'école, de la situation des danses sur la scolarité, nous allons mener bientôt des entretiens auprès des jeunes et de leurs familles. Et ce qui serait intéressant de faire, ça serait de mener une étude longitudinale, c'est-à-dire une étude qui s'étale dans le temps, une étude qui permet de suivre des élèves pendant plusieurs années pour mieux comprendre en fait l'évolution à la fois de l'aide, mais aussi l'évolution de l'impact de cette situation donc au fil des années. Ce qui m'amène à passer la parole au professeur Aurélien Tasse qui va vous présenter la suite de l'étude pilote. Merci beaucoup, Jade, pour cette transition. Si je résume un peu un certain nombre de choses qui ont pu être dites là à l'instant. Donc, vous avez compris que les résultats de l'étude ADOCARE et puis de l'étude pilote ELIAS suggèrent qu'il y a une évolution de la situation des danses entre collège et lycée. Qu'il y a aussi des inégalités sociales au niveau du genre, mais ce qui a aussi été montré dans la littérature, c'est que les jeunes qui seraient issus de milieux sociaux plus défavorisés auraient plus de risques de devenir jeunes aidants. Donc en tout cas, les inégalités sociales, c'est des variables importantes à prendre en compte. Et puis, un impact sur l'orientation qu'on voit là assez clairement chez les jeunes aidants étudiants et qu'on pense intéressant d'explorer aussi avant d'être étudiante, avant d'être jeune adulte. Au niveau de la littérature, il n'y a aucune étude longitudinale sur les jeunes aidants, c'est-à-dire il n'y a aucune étude qui a pris en compte des jeunes mineurs et qui les a suivis pour voir l'évolution de leur situation, l'évolution de l'aide, comment elle évolue cette aide en fonction de la maladie, en fonction de divers aspects et l'impact qu'elle va avoir. Et puis, on sait aussi, on l'a observé, là ça ne vous a pas été présenté, mais dans l'étude ELIAS, il y a certains résultats dans la littérature qui montrent qu'il y a des différences de perception de l'aide
entre les adolescents et leurs parents. Donc la perception de cette aide est différente et pourrait peut-être aussi nous aider ensuite, nous donner des pistes sur comment on peut finalement améliorer l'identification sur la base de ces informations. Donc c'est à partir de là que on a souhaité, quand on a construit l'étude Elias, en fait penser une étude de beaucoup plus grosse envergure et pour laquelle j'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire qu'on a eu un très gros financement de l'Agence nationale de la recherche. Donc pour nous en tant que chercheurs, c'est l'organisme qui finance les plus grosses recherches en France, toutes disciplines confondues, et donc qui a décidé de soutenir une première recherche sur les jeunes aidants. Donc avec notre équipe, et puis pour ce projet, on collabore avec des spécialistes d'autres disciplines, donc notamment Jean-Sébastien Heidelman, qui est sociologue, qui est normalement par là quelque part aujourd'hui. On a aussi Maria Melchior, qui est épidémiologiste et qui est spécialisée dans l'étude des jeunes, des adolescents et des inégalités sociales. Donc, comme on a vu, c'est une dimension importante. Et enfin, un collègue psychologue, Laurent Sauvé, qui est spécialiste de l'orientation scolaire et de l'étude des intérêts professionnels. Donc, vous voyez comment on a combiné un peu les spécialités de chacun pour répondre à nos questions. Alors, quelles sont les études de l'étude de grande envergure Elias? Il y en a 4 principaux. Donc, le premier, c'est d'explorer les relations entre la confrontation à la maladie d'un proche et de l'aidance avec la qualité de vie et la réussite scolaire des adolescents. Le deuxième, c'est d'identifier les facteurs qui vont être associés à une diminution de la qualité de vie et de la réussite scolaire. Le troisième, c'est de décrire les représentations familiales de l'aide apportée par les jeunes aidants, et ça sera plus particulièrement développé par notre collègue sociologue. Et enfin, le dernier, c'est d'explorer les connaissances et les pratiques des professionnels à l'école sur les jeunes confrontés à la maladie d'un proche. Donc, finalement, en fait, là, ce qu'on a voulu dans cette étude, c'est vraiment aller dans des établissements où on va en même temps interroger des jeunes, les parents et les professionnels pour voir comment tout ça peut interagir. Et en prenant en compte le fait que certains jeunes vont être confrontés à la maladie et le niveau d'aidance qu'ils vont pouvoir apporter va être très variable et de pouvoir s'intéresser à tout ça, comment ça évolue au cours de la scolarité. Et donc, pour mettre en œuvre cette étude, on va tout mettre en place, ça va prendre du temps, mais on espère commencer dans un an, et on va inclure des collégiens en 5e. On va leur proposer de compléter des questionnaires. Donc, on veut 3000 adolescents. Donc, il nous faudra au minimum une trentaine de collèges. Et on sait que tous les adolescents ne participent pas avec leurs parents. L'étude pilote Elias nous a montré qu'à peu près 50% des parents participaient. Donc, on espère inclure 1500 parents. Et puis, on proposera à tous les professionnels de ces établissements de participer également. Ils vont compléter, donc les jeunes vont compléter des questionnaires pour évaluer leur qualité de vie, l'aide qu'ils apportent, ce qu'ils perçoivent de la maladie à la maison. Les parents auront des questionnaires comparables. Et puis, on va relever un certain nombre d'informations sur leur scolarité, les absences qu'ils peuvent avoir, leur perception de la réussite scolaire, etc. Et puis, des informations sur les caractéristiques de l'école, parce que, il y a des écoles en fonction des zones géographiques qui vont être plus grandes, plus petites, des zones REP, REP+, dans des zones plus ou moins défavorisées. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir prendre en compte cet indicateur-là. On va les revoir, ces jeunes, 1 an plus tard, en 4e, et on va leur reposer à peu près les mêmes questions pour voir l'évolution de la situation. Et parmi ceux qui seraient dans des situations d'aidance, on leur proposera de participer à des entretiens et à des observations à domicile pour voir vraiment, au niveau de la représentation de l'aide au sein de la famille, comment les choses se passent. Et enfin, en 3e, on les rencontrera une dernière fois pour voir l'évolution de leur situation et puis aussi relever ce qu'ils relèvent de l'orientation. Finalement, qu'est-ce qu'ils font comme choix d'orientation et leur réussite au brevet. Donc, j'ai oublié de dire, mais à chacun de ces temps, il y a aussi une évaluation des intérêts professionnels que les jeunes vont avoir. Donc, en termes de retombées, ce qu'on espère que cette étude permettra, c'est évidemment au niveau de la recherche de mieux comprendre l'évolution de l'aidance, les impacts, le vécu des parents et des professionnels. Au niveau de la pratique, de pouvoir mieux identifier les adolescents qui vont être à risque dès le collège et d'améliorer leur accompagnement.
Et puis, que tout ça permette aussi de faire avancer les politiques publiques pour améliorer la reconnaissance de ces jeunes et réfléchir à des mesures peut-être spécifiques qui pourraient être en leur faveur. Alors pour clôturer ce temps de présentation et avant de passer aux questions, on voulait essayer de vous donner une vision un peu plus méta de tout ce qu'on essaye de faire autour de cette question des jeunes aidants. Donc comme vous l'avez compris, on a des études qui sont directement auprès des jeunes, qui cherchent à identifier qui ils sont, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs besoins. Et donc pour ça, on a un certain nombre d'études. On a aussi des études dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais vraiment en collaboration étroite avec l'Association nationale JAD qui vise à évaluer les ateliers de répit artistique pour les jeunes. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Et puis, qu'est-ce que ça apporte aussi plus globalement à la famille? On a des études auprès des professionnels de l'école, puisque c'est eux qui sont donc dans un contact privilégié avec ces jeunes pour pouvoir les identifier, les accompagner, donc avec les résultats de l'étude Éducaire. Ensuite, on s'est dit, le jeune aidant au quotidien, il est avec le proche aidé, et ce proche aidé, il est au contact de professionnels de santé. Et finalement, voilà comment les professionnels de santé se représentent cette situation avec l'étude Healthcare qui vous a été présentée par Pauline. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer comme intervention pour aider ces professionnels, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient à l'hôpital ou dans d'autres services de santé, pour mieux identifier et mieux accompagner ces jeunes. Et donc, dans la deuxième partie de la matinée, on va vous présenter les résultats des actions de sensibilisation qu'on a fait à destination des professionnels de l'éducation nationale. Mais on a aussi un projet à venir l'année prochaine, le projet Toolkit, qui a pour objectif en fait de donner des outils aux professionnels, qu'ils soient à l'école ou dans le domaine de la santé, pour mieux identifier les besoins des jeunes et pouvoir proposer finalement des accompagnements qui répondraient le mieux possible à leurs besoins. Et enfin, un dernier projet qui va commencer très prochainement, c'est l'étude EVA. On avait envie aussi de s'intéresser directement aux proches aidés. Et comme vous l'avez vu, le proche aidé, c'est très souvent un parent. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par les parents. Et comment, en fait, les parents qui ont une maladie, comment ils vivent cette situation par rapport à leurs enfants et qu'est-ce qu'ils perçoivent de l'aide dont ils ont besoin et de l'aide qui pourrait être apportée par leurs enfants. Donc ça, vous en entendrez parler dans les prochaines semaines. Voilà, j'arrive au bout. Je vous remercie de votre attention. Et puis, on va être disponible maintenant pour un temps de questions. Ça fonctionne ? Voilà. Il suffit d'une question pour que d'autres questions... Belle avancée depuis 2017, mesdames. Bonjour, donc Sophie Duboudin, UDAF du Val-de-Marne. Moi, je suis bénévole à l'UDAF. J'anime une commission éducation-formation et nous avons des actions envers les espaces parents dans les collèges. Alors, on est très focalisé collège. Et je voulais savoir si c'était une voie d'entrée dans les collèges, puisque on imaginait pouvoir être intéressé par faire des sensibilisations jeunes aidants dans ces espaces parents. Donc je ne sais pas, vous connaissez peut-être pas bien les espaces parents, parce que c'est des lieux un peu secrets, plus ou moins développés, plus ou moins accessibles, mais voilà, c'était une question très ouverte. Merci pour cette question. Alors, pour répondre très simplement, tout ce qui nous permet d'entrer dans des établissements scolaires, aujourd'hui, on va dire oui. On va être amené à en rediscuter. Ça a été évoqué à demi-mot ce matin. Autant le ministère de la Santé, des Solidarités
est engagé sur cette question, autant l'éducation nationale, on a un peu du mal à l'embarquer sur cette question des jeunes aidants. Donc oui, nous sommes très très ouverts à pouvoir échanger sur des voies d'entrée dans les établissements scolaires avec bien entendu des contreparties aussi qui peuvent être possibles en termes de mise à disposition d'outils. Et puis si vous voulez, le constat qu'on a été amené à faire dans un premier temps avec l'étude Adocker auprès des lycéens, puis dans la poursuite avec l'étude Elias et également à un certain niveau directement auprès des étudiants, c'est que le fait de participer à une étude permet en soi d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir à la question, de permettre à certains jeunes qui n'avaient pas les mots à mettre sur leur situation de pouvoir poser des mots sur ce qu'ils vivent. Donc en soi, si vous voulez, ça sert la science parce que ça permet d'apporter des données, mais participer à une étude, c'est déjà, dans une certaine mesure, un premier pas vers la sensibilisation autour d'une problématique. Donc encourageant la collaboration avec les établissements scolaires. Bon, je m'appelle Céline Lacroix, je suis éducatrice spécialisée. Les trois, en fait, on travaille dans un CESAD de l'APF, Association des paralysés de France. Donc, on accompagne des jeunes en situation de handicap moteur. Et je me dis, j'ai trouvé les études hyper intéressantes et je me dis que ça vaudrait le coup aussi de développer un axe pour les professionnels du médico-social parce qu'on accompagne les jeunes et leurs familles. Et c'est vrai que, notamment au niveau des frères et sœurs, quelle représentation on a de leur situation d'aidance. J'aimerais bien... cet axe-là, je le trouverais hyper intéressant. Je vole la parole à Géraldine, je te la redonne dans 2 secondes. Juste pour vous dire qu'effectivement, c'est un vrai sujet. On est extrêmement sollicité par le milieu médico-social en ce moment, donc les CESAD, le CREI, il y en a tellement. Donc on est très précisément en train de faire un focus là-dessus. On voit bien que finalement, aujourd'hui, les politiques publiques ont évolué là aussi, et puis il y a maintenant un axe fratrie et un axe parentalité, accompagnement donc des aidants. Donc ça très clairement, c'est dans les tuyaux pour 2023. Et puis, bien évidemment, comme on travaille toujours en collaboration, on va aussi s'en référer à l'équipe d'Aurélie Ontas et de Géraldine Dorard pour voir comment on peut co-construire ces modules de sensibilisation. Ouais. Et puis, donc, au-delà de strictement la sensibilisation des professionnels, qui est effectivement nécessaire, alors n'hésitez pas à diffuser l'étude Healthcare, parce que vous rentrez, on dit professionnel de santé, mais vous rentrez vraiment dedans. Donc, on a des petits flyers à dispo si vous voulez diffuser. Alors, c'est une vraie question, la question du handicap. C'est vrai que dans le cadre du déploiement des premières études, vu qu'on partait d'une une terre très vierge. Il a fallu qu'on soit dans une approche assez généraliste pour pouvoir notamment produire les fameux chiffres que le défenseur des enfants, dont le défenseur des enfants soulignait l'importance tout à l'heure. La question du handicap, on voit qu'elle est bien présente chez les jeunes aidants, 17% chez les lycéens, avec très probablement une modalité de déploiement de l'accompagnement de l'aide qui est différente d'aidants qui seraient confrontés à d'autres pathologies. Et donc, dans le prochain plan quinquennal de déploiement de nos études, là, on a commencé, quand même en 5 années à couvrir pas mal de champs, mais ça fait clairement partie des intérêts que l'on porte au sein de l'équipe et qu'il va falloir développer. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester. Et c'est toujours aussi intéressant pour nous, c'est important de le souligner, que les acteurs de terrain nous aident à co-construire, qu'on soit vraiment dans un processus de co-construction, parce que finalement, nous, on a l'expertise méthodologique, on a l'expertise de la littérature, c'est vous qui êtes sur le terrain au quotidien, et donc c'est vraiment ceux qui, dans l'assistance, seraient intéressés à collaborer, on renouvelle cet appel, parce que c'est pour nous une manière de aussi produire de la recherche qui soit adaptée au vécu de terrain. Parfait, merci. C'est vrai, juste en complément,
Pardon, je voudrais juste dire que dans l'étude Healthcare, donc Pauline vous a présenté les résultats sur les professionnels de l'oncologie, parce que sa thèse porte sur ces professionnels-là. Mais en fait, l'étude s'adresse à tout le monde et évidemment, on a recruté des professionnels d'autres champs et l'étude est encore ouverte jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, après, évidemment, nos souhaits, c'est de pouvoir essayer de voir dans les réponses si on arrive à dégager des spécificités en fonction du secteur médico-social, du public accueilli, etc. Là, c'était une première ébauche pour vous donner envie d'en savoir plus, quoi. Et donc, venez me voir si vous voulez des flyers. Il est allumé. Pour répondre au niveau du harcèlement scolaire, sur les autres dimensions, je pense que c'est Géraldine peut-être qui vous les a présentées. Au niveau du harcèlement scolaire, oui, effectivement, ils sont plus souvent harcelés que leurs pairs. Ils ont la perception. Ils ont la perception, en tout cas, tout à fait. Ils ont la... et ce qu'on retrouve dans la littérature, on retrouve en fait la même chose dans la littérature. C'est-à-dire qu'on retrouve qu'ils se sentent plus souvent, enfin, ils ont la perception d'être plus harcelés que leurs pairs. Ça peut être lié à la situation des danses en elle-même. Ça peut être lié aussi à la maladie du proche. Donc, ils peuvent être harcelés en raison de la stigmatisation liée à la maladie du proche. Et aussi parce qu'ils sont différents, en fait. À la maison, ils ont un rôle qui est différent. Oui. Juste, Jade, pour compléter. On est bien dans la perception. Et je pense que c'est très important. Parce qu'on sait aussi, et je pense que les études présentées sur les collégiens, où d'une certaine façon, il y aurait dans la perception peu de différence avec des jeunes non aidants. On a 2 grosses périodes d'adolescence. La période collégienne, où l'insupportable pour l'adolescent, c'est de ne pas faire clan avec l'autre, de ne pas appartenir. Et donc, il y a chez les jeunes collégiens, ça persiste, mais c'est moins frappant pour les lycéens, une véritable volonté de n'afficher aucune différence. Donc, la perception interne de la différence, elle est majorée chez les adolescents. C'est pour ça que c'est important qu'on parle en termes de perception. Hein, on n'est pas dans un fait objectif et quantifiable. Hein, et donc, il faut toujours aussi rapporter ça à ce que vivent les adolescents. Hein, on sait que l'adolescence, c'est une période où on ne supporte pas la différence. Voilà, où on l'affirme haut et fort, et on fait partie d'un groupe, mais soutenant, hein, dans les organisations des collégiens, il y a le groupe dominant, etc. Voilà, c'était juste pour dire que c'est lié aussi à la phase d'adolescence. Alors, le temps file. Basilie a des éléments à apporter là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on retrouve chez les étudiants, c'est qu'il y a une réelle peur de la stigmatisation. Il n'y a pas forcément de stigmatisation en soi qui est avérée, mais il y a une peur de cette stigmatisation. En fait, ils ont peur quand... venant voir un enseignant en disant que là, je ne peux pas assister au cours parce qu'en fait, je dois aller amener ma mère en chimiothérapie, ils ont peur d'avoir une moins bonne note. Ils ont peur qu'ils soient pointés du doigt. Ils ont réellement cette crainte-là. Parce que aussi, l'université, en tout cas là, dans ce contexte-là, n'est pas accompagnante là-dedans. L'université ne permet pas de louper un cours où il y a un contrôle continu pour pouvoir amener sa mère en chimiothérapie. Donc forcément, ça amène davantage de peur de venir évoquer sa situation. D'où l'importance de la sensibilisation, notamment aussi à l'université. Alors, la honte et la culpabilité, sauf erreur de ma part, elles ont été présentées par rapport aux représentations des professionnels. D'accord ? C'est pas des choses que nous, on a été investigués dans les volets de recherche directement conduits auprès des jeunes. Là, on serait sur un niveau qui serait vraiment un niveau 2 en termes d'exploration. Donc, c'était plutôt dans les études Educare et Healthcare, donc auprès des professionnels à l'école et des professionnels de santé. Parmi les conséquences possibles étaient évoqués donc ces phénomènes de honte qui relèverait aussi d'une stigmatisation intériorisée par rapport à la différence de soi en lien avec l'autre et la culpabilité de la même manière, c'est-à-dire est-ce que je suis différent et comment je navigue dans cette différence.
Après, effectivement, ce sera des choses qui seront intéressantes à aller. Nous, on s'est basé sur la littérature internationale dans le cadre de la construction de nos études. Une littérature qui, Aurélie l'a bien soulevé, est encore peu fournie. Ce sera des choses qui seront intéressantes à aller investiguer, notamment dans le cadre du déploiement de toutes les interventions visant à réduire les stigmatisations intériorisées en milieu scolaire pour ces jeunes. Donc là, au-delà plus largement de la question de l'aide apportée, mais notamment en lien avec le handicap et les signes visibles de la maladie. Alors, je propose qu'on prenne encore 2 petites questions et après, on fait une pause. Merci. Merci à la fois de faire le lien entre le terrain et la recherche. Un lien avec une question tout à l'heure, une bonne façon pour moi aujourd'hui d'avoir approché les aidants, c'est une belle association que je représente aujourd'hui, est entrée vers vous par Jade. Et aujourd'hui, là, mesdames, vous avez ouvert 15 portes dans ma tête sur comment participer à au moins 3 études que vous avez citées. De ma place de psychologue participant à Jade, alors c'est des chiffres à la louche, 12 enfants accueillis sur le premier séjour, 66% accompagnent un frère ou une sœur porteur de handicap, 33% un parent. Donc là, l'étude est là, les 33% sont des gens qui participent, c'est sûr. Parce qu'ils ont cette vocation citoyenne aussi. Et de ma place de parents d'élèves, représentant parents d'élèves, effectivement, je vais aller porter la parole dans le collège de c'est un autre. Merci. Merci. Une dernière question? Oui. Ma question se pose sur les présentations, la représentation professionnelle par représentation des professionnels. Donc vous avez fait la distinction entre les professionnels du milieu hospitalier et ceux de l'éducation nationale. Et je me demandais si par exemple, même au niveau de l'éducation nationale, tous les professionnels avaient le même niveau de représentation, notamment de leur formation initiale. Est-ce que finalement un assistant social a la même représentation qu'un CPE ou un professeur? Ça, c'est après le café, je crois. Ouais. Alors effectivement, là, on vous a présenté une partie des résultats parce qu'on a énormément de résultats, donc en 10 minutes, il fallait condenser. Mais effectivement, on a été étudier justement ces différences en fonction des professions, en tout cas des types de professions. Et on voit qu'il y a des différences. Là, je ne peux pas vous citer surtout parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a été investigué. On a des articles qui vont paraître là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site aussi et à suivre au fur et à mesure les publications parce que ces infos vont arriver. Mais bon, là, dans 10 minutes, malheureusement, on ne pouvait pas rentrer ça. Merci. Une étude faite par la Massif auprès d'un panel assez large de jeunes aidants. Et il ressort un pourcentage extrêmement important, choquant presque. Il me semble bien que ça dépasse les 70% de jeunes aidants qui témoignent n'avoir jamais accueilli de camarades à la maison par honte justement liée à l'existence d'un proche aidé à la maison. Non, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel on a toujours insisté jusqu'à présent dans le cadre de la conceptualisation de nos travaux. C'est cet effort de différenciation entre les jeunes confrontés. Il y en a qui sont confrontés, mais qui, de par leur structure familiale, les conditions socio-économiques de la famille, par exemple, se retrouvent quelque part préservés de ce rôle d'aidant. Et que par ailleurs, il y en a d'autres qui vont vraiment avoir un niveau de responsabilité, et on l'a vu, si vous voulez, quand on analyse nos chiffres, qui vont avoir vraiment un niveau de responsabilité très élevé, se retrouver pour certains en position d'aidant principal. D'où le fait pour nous qu'il est important de différencier, si vous voulez, ces questions effectivement du repli social qui peut être associé à la présence d'une maladie ou d'un handicap a fortiori visible dans la famille. Est-ce qu'elle relève de la confrontation ou est-ce qu'elle relève finalement de la fonction du rôle d'aidant auprès du proche aidé? Donc voilà pour voilà, une petite précision aussi qui est importante et qu'on n'a pas rappelé aujourd'hui dans la manière dont aussi on a envisagé les choses. Parce que si on reprend
Là, les résultats d'Adocare, on vous dit 14,3% de jeunes aidants. C'est dans l'échantillon global de plus de 4000 lycéens, c'est 42% qui sont confrontés à la maladie ou au handicap. D'accord ? Et à l'intérieur de ces 42%, il y en a 14,3% qui passent une certaine quotité de leur temps, qui rognent sur leurs loisirs, sur leurs investissements relationnels pour apporter de l'aide à leurs proches. Voilà pour. Et puis peut-être juste aussi préciser que on considère pas que la situation de jeunes aidants c'est quelque chose de figé en fait, c'est quelque chose vraiment d'évolutif. Peut-être qu'on n'est pas jeune aidant au départ, mais que l'évolution de la structure familiale fait que, à un moment donné, le jeune va être amené à devoir aider davantage et peut-être qu'après ça va à nouveau diminuer. Enfin voilà, c'est pas figé. Et puis pour terminer en revenant sur les anglo-saxons, il y a dans leur manière de voir les choses aussi, et je pense qu'il faut avoir ça en tête, l'idée de prévention, c'est-à-dire qu'un jeune confronté à la maladie ou au handicap, peut-être qu'on peut avoir une action préventive en fait auprès de lui pour éviter qu'il se retrouve dans une situation d'aidance. Et voilà. Donc je vous propose d'en rester là, ça nous laisse un quart d'heure de pause. Et alors, une petite précision, en fait, il y a un stand là pour se servir du café, mais il y a aussi juste derrière, donc allez jusqu'au bout du couloir. Voilà, partez vers la droite et vous avez un accès direct au jardin pour ceux qui voudraient prendre l'air sans avoir à se mélanger avec les 200 participants de la santé au travail.